Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'une erreur que j'ai faite il y a quelques années et qui a failli me coûter très cher, en fait, qui m'a coûté très cher et que malheureusement j'ai refaite cette année. Et je vais vous donner aussi les leçons que vous pourriez tirer de cette erreur que j'ai faite, puisque comme je le dis parfois en formation, vous devez apprendre des erreurs des autres car vous ne pourrez vivre assez longtemps pour toutes les faire vous-même. On est parti. Alors l'activité de marchand de biens, elle est souvent considérée comme une activité un peu risquée. Pourquoi elle est considérée comme une activité risquée? Eh bien tout simplement parce que les montants qui sont en jeu sont souvent assez élevés, même si on fait une petite opération, on va vite se positionner sur des trucs à 100 000, 200 000, 300 000 euros. Et donc les montants en jeu font quand même relativement peur aux personnes qui se lancent, parce que c'est la première fois qu'elles vont jouer sur des montants aussi importants. Il y a aussi quelque chose qui fait un petit peu peur aux personnes qui se lancent, c'est tout le volet responsabilité juridique, tous les côtés techniques, administratifs et tout de cette activité, qui c'est vrai sont assez complexes et qui peuvent assez vite faire peur. Ceci étant dit, un élément de rassurance que j'essaie d'amener pour les personnes qui veulent se lancer, c'est que en fait, en tant que marchand de biens, on bénéficie assez souvent de moyens de protection qui sont au final des privilèges incroyables dans notre activité. Et je parle là notamment de tout ce qui est des conditions suspensives. Et les conditions suspensives, en fait, si vous ne connaissez pas le principe, ce sont des conditions que vous allez insérer dans vos avant-contrats, donc dans les promesses de vente ou dans les compromis que vous allez signer, et qui stipulent que si elles ne sont pas réalisées, eh bien vous n'êtes pas tenu de devenir propriétaire. Alors il y a toutes sortes de conditions suspensives, il peut y avoir des conditions suspensives par exemple d'urbanisme, c'est-à-dire vous dites si j'obtiens pas mon permis de construire, je n'achète pas, ou des conditions suspensives de, de constitution de servitude avec un voisin, si vous avez besoin de constituer une servitude. Il y a également la condition la plus connue et la plus usitée, on va dire, c'est la plus utilisée, c'est la condition suspensive d'obtention de financement, qui stipule que si vous n'obtenez pas le financement pour réaliser l'opération, eh bien vous n'êtes pas tenu d'acheter. Et c'est quand même un privilège incroyable et j'aimerais vous en faire prendre conscience déjà dans cette vidéo. Souvent les gens me disent « Ah ouais mais c'est risqué, tu te rends compte, je dois mettre de l'argent sur la table et tout, je ne sais pas si mon opération va aboutir. » Mais attendez, mais réfléchissez à tous les autres types d'entreprises. Est-ce que quelqu'un vient vous garantir quoi que ce soit quand vous êtes entrepreneur? On ne vous garantit rien du tout. Vous devez risquer du travail, vous devez risquer de l'argent sans savoir si au final ça va aboutir. Et là, en fait, en tant que marchand de biens, vous devez déployer un peu de travail, vous devez risquer parfois quelques milliers d'euros pour un géomètre, un architecte, ce genre de choses, mais au final, vous êtes quand même assez protégé par toutes ces conditions suspensives qui font que si vous n'avez pas le financement ou autre de votre opération, vous êtes dégagé sans trop de problèmes. Donc ça, c'est quand même assez génial. Et c'est une condition qui, dans beaucoup de situations, peut vous sortir de la merde. Et il y a eu une opération qu'on a réalisée il y a un certain nombre d'années avec mon frère et dans laquelle la condition suspensive d'obtention de financement aurait pu nous sortir d'une grosse problématique dans laquelle on s'est mis un peu tout seul. Et comme vous allez le voir, à cause de l'erreur qu'on a faite, ça n'a pas été suffisant. En fait, on s'était lancé dans une opération de marchand de biens assez classique. C'était notre deuxième année, je crois, en tant que marchand de biens, notre deuxième exercice. Donc on a trouvé une opération, très bien, division foncière, quelque chose d'assez simple, couper une maison en deux, enfin bref, quelque chose d'assez classique, on va dire. On signe le compromis, on réalise les démarches, obtention de l'autorisation d'urbanisme, on lance la précom, etc. Donc tout le côté opérationnel, on va dire tout ce qui nous concerne nous, se déroule plutôt bien, se déroule plutôt dans de bonnes conditions. Donc là, parfait, on est content. Et on confie le dossier de demande de financement à un courtier. Mais on ne l'a pas confié à n'importe quel courtier. On l'a confié au courtier qui, l'année précédente, nous a obtenu le financement d'une opération et qui était notre tout premier financement en tant que marchand de biens. C'est-à-dire qu'on s'est présenté devant les banques, il a présenté notre dossier devant les banques, alors qu'on avait zéro bilan, on n'avait jamais fait d'opération de marchand de biens, et puis c'était un financement à plus de 450 000 euros, et nos revenus étaient quasiment inexistants, donc vraiment le dossier est super difficile à sortir, et il avait réussi à nous trouver le financement. Donc en gros, nous, on avait super confiance. Et donc on lui a confié le dossier en se disant, cette fois-ci, ça devrait être easy pour lui, parce que, maintenant on a plus d'historique, etc. Le temps passe, un peu difficile de l'avoir, beaucoup de relances, etc. Il nous envoie des mails de temps en temps, oui, vous inquiétez pas, j'ai déposé à telle banque, mais on reçoit pas trop de documents officiels. À un moment donné, on commence à se rapprocher de la fin, il nous transfère un mail de la Banque Populaire en disant, voilà, j'ai un accord de principe, mais voilà, il faut encore que j'obtienne ceci, cela. Bon, on relance énormément, mais rien de bien concret, et là, on finit par se retrouver hors délai. Hors délai, ça veut dire que la date butoir est dépassée et qu'on n'a pas notre offre de prêt, mais on n'a pas non plus de refus de prêt officiel de banque. Ça veut dire qu'on se retrouve grosso modo à poil. Clairement, on se retrouve à poil.
Donc c'est la pire situation dans laquelle on peut se retrouver. Et en gros, bon, je vous la fais relativement courte, mais ça a été un bordel pas possible, puisque les vendeurs ont voulu sortir de la vente et nous ont réclamé l'indemnité d'immobilisation, c'est-à-dire 10% du montant de la transaction, ce qui représentait à peu près 60 000 €, donc c'est quand même une somme énorme, surtout à nos débuts où on n'avait pas forcément la trésor. S'en est suivi toute une procédure où il a fallu qu'on aille voir un avocat, machin, on est entré en procédure, assignation à vente forcée, on est allé chercher des banques, machin, truc, enfin bref, une histoire pas possible qui nous a coûté énormément d'argent, énormément d'énergie. Enfin bref, ça a été vraiment terrible. Et donc, une des leçons que j'avais tirées de cette histoire et que j'enseigne dans les formations, c'est faites gaffe, soyez toujours sur le dos de vos prestataires, les personnes à qui vous allez déléguer certaines missions, soyez toujours sur leur dos. C'est toujours facile de prêcher la bonne parole, mais c'est pas toujours les cordonniers qui sont les mieux chaussés, n'est-ce pas? Et l'année dernière, eh bien, j'ai réitéré cette erreur. C'est-à-dire que en fait, bon, moi j'ai signé, là c'était pour un dossier perso. Donc j'ai signé un compromis et je suis allé voir ma banque. Alors, franchement, je pensais que ce serait easy. Vraiment, je me suis dit, ça va être un non-sujet. Je vais rentrer à la banque, je vais dire, voilà, monsieur le banquier, mon dossier de financement, et qu'il allait me dire, mais oui, monsieur, tenez, voici le pognon. Et sauf qu'en fait, je suis allé voir ma banque, donc je lui ai présenté le dossier, qui était un petit peu compliqué, hein, mais un peu d'argent en jeu. Et puis le montage était un peu complexe. Il me dit, ouais, d'ici 10-15 jours, je vous donne réponse. Alors, déjà, j'étais allé le voir assez tard par rapport à ce à quoi je m'étais engagé dans le compromis. Mais j'étais allé le voir assez tard parce qu'en fait, j'étais super confiant. Je me suis dit, ça va être une formalité et évidemment qu'ils vont me prêter l'argent, il n'y a pas de sujet. Et là, au bout de 15 jours, 3 semaines, rien ne se passe. Bon, moi, je ne m'inquiète pas trop. Puis au bout d'un mois, quand même, je me dis, ah, il y a un problème. Je relance et là, bon, en fait, il tortille un peu pour me dire, bon, en fait, voilà, on vous suivra pas. Et là, putain, la douche froide de ouf. Donc je me dis, ok, il faut aller chercher une autre banque. Sauf que l'année dernière, moi, c'était une période où j'avais ni le temps ni l'envie, machin, d'aller commencer à aller démarcher les banques par moi-même. Donc j'ai confié le dossier à un courtier. Donc je confie le dossier à un courtier qui sait faire les dossiers un peu complexes, parce que mon dossier, il était bordélique comme tout. Il y a une holding, machin, je sais pas combien de sociétés en dessous. Enfin, bref, c'est un dossier complexe et la plupart des banquiers et des courtiers, ils comprennent pas ce genre de dossier. Là, un plutôt courtier qui sait faire du prêt un petit peu pro et du montage et qui a les bons contacts pour aller chercher ça. Et puis là, moi, je confie le dossier et je me dis, pareil, ça va le faire parce qu'il n'y a pas de problème. Et puis là, pareil, en fait, j'ai eu l'impression de revivre la même histoire. C'est-à-dire qu'on me dit, oui, la semaine prochaine, une réponse, dans 10 jours, une réponse, dans une semaine, je dois parler à un tel, dans une semaine, je dois parler à une telle. Et les délais passent et putain, je me retrouve aussi quasiment hors délai. Et donc là, je me retrouve dans la mouise et ça commence vraiment à aller pas bien du tout. Et j'étais à 2 doigts de devoir payer. Et d'ailleurs, c'est marrant, entre guillemets, c'est modérément marrant, mais j'étais pas loin de devoir payer la même indemnité d'immobilisation qu'il y a 7-8 ans, c'est-à-dire à peu près 60 000 €. Et moi, j'aime pas devoir payer 60 000 € pour rien. Il a fallu faire des pirouettes pas possibles, ok. Il a fallu tirer des leviers, des trucs, tirer des ficelles. Mon notaire qui a vachement temporisé par rapport au notaire du vendeur et compagnie. Et ce qui s'est passé au final, quand j'avais mon notaire au téléphone, je lui dis putain, mais t'as pas un contact, un banquier qui peut me financer cette opération? Parce que pour moi, je me disais, mais comment ça se fait que j'arrive pas à sortir le financement de ce truc, quoi? C'était pas compliqué, quoi. Et il me dit, ah ouais, tiens, je connais un tel qui, j'ai un client comme toi, il est marchand de biens, et puis il n'arrivait pas à se faire financer ceci, cela, il est allé voir tel banquier, putain, il lui a sorti l'argent en 15 jours. Waouh, donne-moi le contact. J'appelle, le mec, je lui explique le dossier, il me dit, ouais, a priori, il n'y a pas trop de soucis. Envoyez-moi les éléments, je lui envoie les éléments, 10 jours après, il me dit, ouais, c'est bon, on vous finance. Et en fait, le dossier a pu être rattrapé, machin truc. Et non seulement, j'ai pas payé l'indemnité d'immobilisation, mais en plus, comme entre-temps, le marché s'est retourné, et qu'entre le compromis et l'acquisition, on est passé de 1,8% de taux d'intérêt à 4% de taux d'intérêt, j'ai pu renégocier le prix à la baisse. Donc, je suis retombé sur mes pattes, mais j'ai eu encore une fois le droit à des nuits sans sommeil, à de l'angoisse, à des trucs, à la pression, machin, et à des circonstances qui sont vraiment extrêmement désagréables. J'ai péché encore une fois par nonchalance. De la même manière que je l'ai fait il y a quelques années, j'ai péché à nouveau par nonchalance cette année en me disant que tout irait bien, en me disant que maintenant c'était acquis, que parce que j'étais maintenant, que les banques me connaissaient, qu'il n'y avait pas de problème, que ça allait marcher comme sur des roulettes. Parfois, ça marche pas comme sur des roulettes, même si ça fait des années que vous êtes en place ou même si vous êtes tout jeune.
Et je vais donc maintenant vous partager les leçons, je vais vous les partager et je vais me les réapprendre. Et vous savez, il faut toujours être un peu humble et se repositionner, se dire à tout moment je peux redevenir élève. Donc là je vais redevenir un disciple de mes propres erreurs et je vais aussi vous partager les leçons qu'il faut tirer de cette histoire. Déjà, attention à la nonchalance, vraiment. C'est pas parce que a priori tous les voyants sont verts, parce que vous avez une expérience, parce que la banque vous connaît, parce que la banque vous a dit qu'elle vous ferait confiance, et que c'est bon, et qu'il faut se reposer sur ses lauriers et y aller à la dernière minute en se disant ouais non c'est bon, ça va le faire. Il faut toujours partir du principe que ça va se passer le plus mal possible, et qu'il va y avoir des problèmes et que ça va pas marcher comme sur des roulettes. Et toujours être super vigilant parce que les montants en jeu en la matière, certes il y a des conditions qui peuvent vous protéger, mais les conditions suspensives elles ont aussi des termes. Il y a des délais, il y a des choses qu'il faut respecter, il y a un cadre dans lequel il faut rentrer. Et donc, il faut faire bien attention à respecter les termes de ces conditions suspensives, sans quoi, en fait, elles ne vous couvriront pas. Donc, ne soyez pas nonchalant comme j'ai pu l'être l'année dernière. Le deuxième conseil, c'est de faire attention à l'excès de confiance en soi. Donc, c'est un petit peu lié à ce que je viens de vous dire, mais c'est... alors, je sais qu'il y a des personnes qui regardent cette chaîne qui sont déjà expérimentées, qui font déjà des opérations de marchand de biens depuis des années, et c'est super parce que c'est plus facile quand on a une ou deux banques qui nous suivent, c'est carrément plus facile, mais il faut faire très 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 attention à l'excès de confiance en soi. Et là on m'a raconté récemment l'histoire d'un marchand de biens sur Lyon, quelqu'un de vraiment installé qui fait des opérations très régulièrement, qui a plusieurs banques qui le suivent, pas de problème, et il a voulu faire une opération de rénovation sur un grand appartement, un truc un peu luxe, un truc qui claque, mais avec un montant à 1,5 million en jeu, donc quand même pas un petit truc de merde quoi. Et la banque lui a demandé plus de 40% d'apport, qu'il n'avait pas nécessairement en trésor à ce moment-là. Pourquoi elle lui a demandé plus de 40% d'apport? Parce que le gars avait jamais fait de rénovation de ce genre-là, okay, et que la rentabilité elle n'était pas sûre et que la banque elle avait envie de prendre énormément de garanties sur ce truc puisque le marché, c'était en 2023, était en train de vraiment se retourner. Donc la banque elle a dit hop 40% d'apport. Donc là 40% d'apport sur une opération à 1,5 million, ça fait quand même des ronds, ça doit faire je sais pas entre 500 600 000 quelque chose comme ça. Et là le marchand de biens peut se dire mais comment ça, moi je suis installé, je suis ceci, je suis cela, et en fait il se fait sabrer. Donc il faut faire attention, même si vous avez de l'expérience, petite expérience, grande expérience, à ne pas tomber dans l'excès de confiance en soi. Et là, j'avoue clairement que, en ce qui me concerne, l'année dernière, j'ai péché par excès de confiance en me disant « ma banque va me financer, tranquille, donc je n'ai pas besoin d'aller respecter les délais, d'aller vite et tout, on s'en fiche ». Et en fait, j'ai failli me mettre dans la merde par excès de confiance. Donc il faut faire très attention à ça. Et à l'avenir, je me considérerai à nouveau comme un débutant sur les prochains dossiers en me disant il faut bien que je fasse les choses, je respecte le protocole à la lettre pour ne pas me mettre dans une situation, encore une fois, difficile comme celle-ci. Ensuite, le conseil le plus important, c'est de surveiller le travail de vos prestataires, surveiller le travail de vos partenaires. Quand je dis prestataires, partenaires, toutes les personnes qui vont graviter autour de votre activité. Alors que vous soyez investisseur, marchand de biens, ou que vous soyez même sur un projet d'acquisition de résidence principale par exemple, il va y avoir énormément de prestataires, de partenaires, de sous-traitants qui vont graviter autour de votre projet. Certains sont des prestataires, on y pense direct, ça peut être les artisans par exemple qui vont réaliser les travaux, mais il y a d'autres partenaires qui sont importants, qui sont le géomètre, l'architecte, le notaire, votre expert comptable, bref, toutes sortes de personnes qui vont aller réaliser des choses que vous ne réalisez pas. Et il est important de surveiller le travail qui va être fait, pour plusieurs raisons. Déjà, et ça je le ressasse dans nos nouvelles formations, tout le monde se fout de votre opération à part vous. Ça, il faut bien que vous en ayez conscience. Tout le monde s'en tamponne. Les gens vont vous oublier. Qu'est-ce qui intéresse les gens? C'est eux-mêmes. Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est vous, votre intérêt, l'intérêt de votre famille et de votre préservation, votre bien-être. Et c'est normal, c'est OK. Et donc, quand vous faites une opération, pour vous, votre opération, elle est super importante. C'est le truc le plus important qui est en train de se passer en ce moment d'un point de vue économique, entrepreneurial. Et donc, vous y accordez tellement d'importance que vous pensez que tout le monde raisonne comme vous. Sauf qu'en fait, le géomètre ou le notaire, machin truc, ils s'en foutent un peu. Alors, ils s'en foutent pas complètement, mais ils ont d'autres chats à fouetter. En fait, vous êtes un dossier parmi 30, 40, 50, 100 dossiers. Le dossier n'importera jamais autant à vous qu'à d'autres personnes. Et donc, il faut le porter, le dossier. Il faut pousser le truc. Et il faut vous dire qu'il faut partir de base que les gens vont oublier votre dossier, qu'ils s'en foutent un petit peu. Et donc, il y a vraiment le moteur de votre projet, le pousser en avant le plus possible.
Et l'autre raison pour laquelle il faut faire très attention, surveiller son dossier, surveiller ses partenaires, c'est parce que vous allez avoir affaire à des humains. Et même si vos partenaires sont bons, ça n'est pas une raison. Parce que même s'ils sont excellents, ils peuvent se tromper. Ils peuvent avoir des jours de fatigue, des jours où ils sont, je sais pas, ils sont pas dans leur assiette et une erreur passe. Ça arrive. Ça arrive à tout le monde, ça arrive aux meilleurs. Donc, franchement, je travaille avec des partenaires qui sont vraiment très très bons dans leur domaine. Et même eux, il leur arrive de faire des erreurs. Et ça, on n'y peut rien. Donc il faut essayer de tout vérifier autant que faire se peut. Et là, je vais vous dire, moi, j'aime pas vérifier. Parce que en général, quand je délègue, je fais confiance. Quand je sous-traite, je me dis, bon, bah, j'ai sélectionné la personne et ça tourne à peu près. Mais en réalité, les personnes auxquelles vous aurez affaire, elles sont humaines et elles vont se tromper. Elles vont faire des erreurs. Bon, alors, faut pas qu'il y ait trop d'erreurs non plus, hein, bien sûr. Sinon, bah, après, ça devient un problème récurrent. Mais il faut vous dire que de base, la personne à qui vous allez confier le truc, elle peut se tromper, elle peut faire des erreurs et donc il faut toujours vérifier le job. Parce qu'au final, rappelez-vous que si jamais il y a un gros pépin, c'est pas ce prestataire qu'on viendra chercher, c'est vous. Donc c'est à vous de faire vraiment attention au travail qui sera exécuté. Et enfin, un dernier conseil, et là je vais me taper sur la tête à moi-même pour me le faire rentrer dans la caboche, c'est de se dire que on n'est jamais à l'abri de faire une erreur. Même si ça fait des années que vous exercez, que vous avez commencé à accumuler une expérience certaine et que là vous dites ouais c'est bon maintenant ça roule, j'ai compris, etc. Ben, on n'est pas à l'abri de faire une erreur et surtout on n'est pas à l'abri de faire une erreur de débutant, comme j'ai pu le faire moi l'année dernière. Et c'est la raison pour laquelle je voulais vous partager cette histoire et je voulais vous inviter vraiment à faire les choses avec la plus grande prudence et à être très vigilant sur vos dossiers et à toujours un petit peu vous considérer comme si vous étiez débutant. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, payez votre like, laissez-moi un petit commentaire et je vous dis à la prochaine.